En ce qui concerne la dynamique François Saloumou, nous rêvons d'un nouveau et meilleur Congo, lequel sera incarné par un nouvel homme congolais, conscient de ses droits et ses devoirs. Voyez-vous, étant une race belle congolaise, notre devoir, c'est aussi de contribuer au développement de notre beau et cher pays. Et cela passe absolument par la promotion d'un de ces piliers qui est l'agriculture. La RDC possède 80 millions de terres arables, un potentiel agricole unique au monde, mais qui continue encore à dépendre de produits agricoles importés. Il est temps que nous prenions conscience que nous devons inverser cette triste réalité. Et pour s'y faire, nous devons tous nous lancer dans l'agriculture pour aider le pays à remédier à la problématique de l'autosuffisance alimentaire qui sévit chez nous. Peu de moyens, mais avec beaucoup de volonté et de détermination, nous y arriverons. Merci beaucoup, merci à vous fidèles téléspectateurs. Nous sommes dimanche 21 novembre 2021, mesdames et messieurs. Petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année et comme nous l'avons débuté à pleine festivité, certainement le 31 décembre, on va aussi clôturer cette année dans des moments de joie et pourquoi pas fêter en famille. Voilà, les enjeux de la COP26 tel qu'est annoncé au grand sommet mondial qui se tiennent présentement au niveau de Glasgow, où les dirigeants du monde ont envoyé des personnalités influentes qui ont la maîtrise dans les domaines du climat, de l'environnement. Ces gens sont en train de réfléchir dans le but de sauver la planète. Et cela est appelé COP, comme cela a été nommé COP 20, 21, 22, 23, et maintenant nous sommes arrivés à COP 26. C'est pratiquement le dernier virage où les grands enjeux sont en train d'être définis pour sauver la planète. Et vous étiez très nombreux à nous poser cette question. Le chef de l'État est allé représenter au même moment l'Union africaine, mais aussi la République démocratique du Congo, qui, un État, se trouve au bassin du Congo et qui regorge en lui. Parmi les potentialités, il est le, si pas le premier, alors deuxième poumon pour cet univers. Alors, semble-t-il, on nous a donné 500 millions de dollars. De l'autre côté, on nous dit que c'est 500 millions de dollars. Mais quand vous suivez les formations au niveau à l'international, on vous dit qu'on n'a pas encore adopté les montants. Alors, on ne sait pas. Tous ces éclaircissements, quel est le rôle que la RDC va jouer pour sauver la planète? J'ai l'honneur de recevoir pour vous un internationaliste. Il est enseignant à l'Université libre de Kinshasa, chercheur à l'Institut des relations internationales et d'études stratégiques. Il s'agit de M. Jean-Benoît Kabongo. Bonsoir, M. Jean-Benoît. Bonsoir, M. Jean-Serge. En forme. Oui, on est en Après forme. un long moment, vous étiez absent. Il y a des gens qui me posaient des questions, mais on ne sait plus où est-ce qu'il est passé. Je me suis dit, mais bon, moi aussi, je ne sais pas. Voyons voir, il sera toujours de retour. Vraiment. Donc, toujours au service de la nation. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de temps, on ne se laissait pas voir, mais que les gens ne puissent pas s'inquiéter. On était toujours au service de la nation et on est toujours au service de la nation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à placer sur la COP 26 avant de parler des enjeux, quoi, de donner un peu la définition sur ces concepts enjeux et ensuite parler des rôles que la RDC va jouer? Oui, s'il y a un mot que je dois placer, c'est d'abord aider nos téléspectateurs à comprendre de quoi s'agit-il quand on parle de COP. Bien sûr, je sais, c'est une question que quelqu'un m'a posée une fois. Il entend toujours COP, COP 21, COP ceci, maintenant COP 26, COP Wana et Linaolobanini. Donc, dans l'imaginaire quinois, on croirait peut-être que c'est COP, ou Yaobeta COP. Voilà.
Donc, il faut lever cet équivoque-là et dire à nos téléspectateurs de quoi s'agit-il. Bien que qu'on appelle Babette à la COP. Voilà. Mais la COP, comme le nom l'indique, c'est un acronyme qui veut dire en anglais Conference of Parties. Et en français, ça signifie la conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Donc, c'est en 1992, au sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, que cette convention cadre a été signée. Et cette convention cadre aujourd'hui est ratifiée par au moins 197 pays, plus l'Union européenne. Donc, que disait réellement la Convention cadre? La Convention cadre reconnaissait pour la première fois la responsabilité de l'homme dans la détérioration ou dans le changement climatique, dans la détérioration de l'environnement. Donc, on responsabilisait l'homme ou l'activité humaine dans la détérioration de l'environnement. Et l'homme qui était responsabilisé, ce n'est pas l'individu, toi et moi. L'homme responsabilisé, c'est beaucoup plus les pays industrialisés. Parce que les études scientifiques ont montré que c'est à partir de l'ère industrielle que la température a commencé à augmenter sur la surface de la Terre. Et ce sont ces études qui sont arrivées à prouver et à démontrer que c'est l'activité humaine qui est à la base des changements climatiques. Donc, dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, on reconnaît que l'activité humaine est à la base des changements climatiques et les responsables, ce sont les pays industrialisés qui doivent porter toute la responsabilité de ces effets pervers. Et dans cette convention, on a ainsi institué des conférences annuelles des parties qui ont signé cette convention cadre. Et ce sont ces conférences des parties que l'on appelle COP. Et la première COP, ou COP 1, a eu lieu, c'était à Berlin, c'était en 1995. Donc, on peut dire aujourd'hui, depuis Berlin 1995 jusqu'à aujourd'hui, il y a 26 COP. La 26e, c'est celle qui s'est tenue à Glasgow, en Écosse, en Grande-Bretagne. Mais je peux faire une synthèse, une petite synthèse, oui, pour pouvoir fixer quand même les idées dans les têtes de ceux qui nous écoutent ou de ceux qui nous suivent. De toutes ces COP, bon, si on peut faire une synthèse des COP les plus importantes, il y en a, je crois, 4. On peut commencer par la première, parce que c'est elle qui est la fondatrice de toutes les COP, celle qui a eu lieu à Berlin en 1995. Oui, il y a la COP 3 qui a eu lieu à Kyoto, au Japon. C'était en 1997, où a été signé le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, pour la première fois, instituait une contrainte juridique. C'est un accord juridique qui imposait aux États, pour la première fois, de pouvoir réduire leurs émissions à effet de serre d'environ, leurs émissions de gaz à effet de serre d'environ 5%. Et l'autre COP, qui est aussi plus importante, qui est arrivée après celle de COP 7, c'est la COP de Copenhague. COP, je crois, ça doit être COP 15. C'était en 2009. À Copenhague, on a responsabilisé les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays pollueurs, ceux qui polluent l'atmosphère, qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre, à pouvoir constituer une enveloppe
d'environ 100 milliards de dollars par an. Cette enveloppe va servir à aider les pays pauvres à pouvoir participer aussi à la lutte contre le changement climatique. Et parce que cette lutte implique le changement de mode de vie, le changement de méthode, ainsi de suite. Tous ces changements-là, que l'on appelle aujourd'hui par un concept transition écologique, tous ces changements demandent beaucoup de moyens. Et les pays pauvres ne peuvent pas supporter cette charge-là. Donc, en 2009, à la COP 15 à Copenhague, il avait été demandé aux pays industrialisés, les plus grands pollueurs, de pouvoir contribuer avec au moins 100 milliards de dollars. L'autre COP qui est beaucoup plus importante, la COP 21, où a été signé l'accord de Paris. L'accord de Paris était un accord aussi contraignant pour les États, parce que c'est l'accord qui demandait face à l'alarme des scientifiques, qui avait fini par démontrer que si rien n'était fait, d'ici 2050, donc la température va augmenter sur la surface de la Terre d'au moins 2,7%. Et on devait s'attendre à de grandes catastrophes. Alors il fallait que l'humanité fasse quelque chose pour qu'on n'atteigne pas 2 degrés. Et s'il fallait qu'on puisse progresser, qu'on puisse rester en dessous de 1,5 degré. Donc, l'accord de Paris, à la COP 21, était un engagement des États à fournir des efforts pour maintenir la température de la Terre en dessous de 1,5 degrés Celsius. Donc, ce sont là, c'est un peu brièvement l'historique des COP et des grandes COP qu'il y a eu. Et la dernière, c'est celle qui vient de s'achever, celle de Glasgow, la COP 26. Alors, pouvons-nous déjà connaître les résolutions avant même d'entrer en profondeur et parler des enjeux? Non, je pense que la première des choses, il fallait d'abord connaître les enjeux. Allez-y. De cette COP 26, oui, avant de pouvoir connaître quelles sont les résolutions et ensuite savoir si la COP 26 a atteint ses objectifs ou pas. Et la RDC a aussi un rôle à on jouer. verra ce que la RDC avait comme rôle à jouer dans cette COP et si la RDC a atteint aussi ses objectifs à elle. D'abord, quels étaient les enjeux de la COP 26? Après la signature de la COP, donc de l'accord de Paris à la COP 21, il y a eu une longue période de tergiversation entre les États. Il y a des États qui se sont carrément retirés de l'accord de Paris, notamment les États-Unis d'Amérique, qui font partie d'ailleurs des plus grands États pollueurs du monde. Et quand un État comme celui-là se retire d'un accord aussi important comme celui de Paris, vous comprenez ce que ça fait pour la lutte contre le changement climatique. Donc, ça a entraîné une sorte de léthargie auprès de tous les pays qui avaient pris les engagements vis-à-vis de cet accord de Paris, notamment la Chine, qui y est responsable de plus de 27% d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans le monde. Donc, cette léthargie a fait que depuis COP 21 jusqu'à COP 26, il n'y a pas eu de grands progrès en matière de lutte contre le changement climatique. L'enjeu principal de la COP 26 à Glasgow était d'abord de pouvoir réaffirmer le soutien de tous les États à l'accord de Paris. C'était le premier enjeu. Et c'était tombé bien parce que c'était au moment où les États-Unis annonçaient leur retour à l'accord de Paris. Donc, c'était le premier enjeu. Les pays devaient réaffirmer leurs engagements
contenues dans l'accord de Paris. Le deuxième enjeu, c'était que c'était une rencontre décisive. Décisive pourquoi? Parce qu'il fallait prendre de grandes décisions par rapport aux effets pervers des changements climatiques que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous avez appris l'année passée, il y a eu de grandes inondations en Belgique, il y a eu de grandes inondations en Allemagne qui ont causé beaucoup de dégâts. Et cette année, il y a des incendies monstres en Californie. Tout ça sont des effets pervers. Donc, devant tous ces dangers, il fallait amener les États à prendre quand même des décisions sincères et être vraiment décisifs. C'était l'un des enjeux de cette COP 26. Troisième enjeu, il fallait arriver à ce que les États parviennent à aider les pays pauvres. Ces États pauvres qui ne savent pas soutenir les programmes de transition écologique. Donc, il appartenait aux États qui polluent, les États industrialisés, parce que les États pauvres ne sont pas parmi les États pollueurs. Ils ne peuvent pas subir les conséquences de la pollution qui vient des États tiers et aussi subir en même temps la charge de pouvoir mener la lutte pour un changement de paradigme dans leur mode de vie ou cette transition écologique. Donc il fallait que les États industrialisés, les États notamment des G20 et les États des G7 prennent leurs responsabilités pour pouvoir aider ces pays pauvres. Donc à Glasgow, c'était un moment où il fallait que de grands engagements soient pris pour pouvoir aider ces États pauvres. Et le quatrième enjeu, c'était qu'il fallait inciter les États à arriver à atteindre ce que l'on appelle dans le jargon climatique la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est quoi? La neutralité carbone, c'est le fait que vous établissiez dans votre périmètre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les efforts que vous fournissez pour pouvoir atténuer ces émissions. C'est-à-dire, si vous émettez une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre, vous devez aussi montrer quel est l'effort que vous fournissez pour que ces gaz que vous émettez soient absorbés ou soient captés. C'est-à-dire, les États s'engagent par exemple dans la plantation des arbres, ainsi de suite. Donc, ces efforts-là doivent être proportionnels à vos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que si vous émettez 30, vos efforts 30, ça fait 30 moins 30, ça fait 0. C'est ça la neutralité carbone. Donc, ce sont là, en bref, les enjeux de cette COP 26. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on puisse parler des tout premiers enjeux que vous avez énumérés, les soutiens ou l'engagement à prendre les grands États par rapport à leur manière, les engagements. Non, j'ai dit le premier enjeu, c'était d'abord de réaffirmer leur soutien à l'accord de Paris. Voilà. C'est là où ils se sont engagés. Oui. À Glasgow, il ne s'agissait pas de signer un nouvel accord. Il s'agissait de pouvoir se réengager comme ils l'ont fait à Paris. Donc, réaffirmer leur engagement pris dans l'accord de Paris. Alors, et le deuxième enjeu, je crois, c'est là où vous voulez chuter. Non, moi, je voudrais d'abord rester dans le premier accord parce que tout à l'heure, vous avez cité la Chine comme étant parmi les États pollueurs du monde. Mais curieusement, dans ces sommets, on a constaté l'absence de la Chine et de la Russie. Cela est dit à quoi?
Non, la Chine était représentée, mais à un faible niveau. Vous savez, dans des sommets, généralement, on peut être représenté à un certain niveau. Par exemple, comme la RDC, c'est la première fois que dans des COP, la RDC est représentée au niveau le plus supérieur, c'est-à-dire la présence du chef de l'État lui-même. Donc, c'est la première fois. Donc, la Chine était représentée, mais à un faible niveau. N'oubliez pas que la COP ne concerne pas que les États. La COP concerne toute une panoplie de groupes sociaux. Vous y trouverez des scientifiques, vous trouverez des individus, vous trouverez des ONG, et ainsi de suite. Et ça réunit à peu près 30 000 personnes, une COP, avec tout ce que le monde a comme États, 197, 200 États. Mais ça réunit autour de 30 000 personnes. Donc les Chinois y étaient, mais pas au sommet. Hein? Mais les résolutions vont les influencer quand même. Exact, parce que je peux vous informer que, notamment, par exemple, en termes de neutralité carbone, les Chinois ont promis qu'ils peuvent atteindre cette neutralité carbone autour de 2060. Donc, leurs efforts, ils projettent à 2060 pour atteindre cette neutralité carbone. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas représentés à un plus haut niveau, mais les Chinois étaient de cœur avec eux. Parce que même vers la fin du sommet, Kerry, qui est l'envoyé climatique des États-Unis, a pu arracher quand même un accord auprès des Chinois. Alors, s'il faudrait rester dans ces premiers rangées, il y a un autre internationaliste qui a dit, pas dans des médias, mais quand on est dans des couloirs, il dit, mais bon, la Chine, la Russie, même les États-Unis, qui sont les États les plus pollueurs de la planète, et c'est grâce à leurs industries qu'ils vivent. Alors, comment voulez-vous qu'ils sont devenus puissants par rapport à leurs industries, qui a comme conséquence la pollution de la nature, mais vous voulez imposer aux États les plus pauvres qui n'ont pas d'industrie, qui rêvent les industries pour sauver la pauvreté et le chômage dans leurs États, vous voulez leur demander à ne pas industrialiser ou à utiliser d'autres méthodes pour pouvoir créer des industries. Alors que vous restez toujours dans les mêmes industries, mais vous fournissez des efforts. Alors, cette manière de penser des choses, surtout en étant africain, ça vaut quand même la peine d'une révolution. En disant par exemple, donc, bon, vous vous êtes déjà industrialisé à cause de vos... quand bien même vous polluez la nature, mais vos industries vous aident à développer vos États. Et nous aussi, en Afrique, voilà, nous pensons aussi industrialiser nos États, même si ça va polluer la nature. Voilà, je crois que c'est de l'inconscience. De l'inconscience, pourquoi? Parce que quand vous prenez l'accord de Paris, on sonne l'alarme pour dire que nous n'avons qu'une seule planète. Et que si nous la détruisons, nous n'avons nulle part où l'être humain pourrait aller vivre. Ça relève de la sécurité humaine. Et je sais, c'est difficile de sortir de cette situation, mais au moins, les États ont déjà pris conscience que si rien n'est fait, donc nous courons vers l'Holocauste, nous courons vers une catastrophe. Voyez ce qui arrive avec les inondations, avec les tsunamis, avec tout ce qui arrive, avec les ouragans. Donc, si rien n'est fait, nous courons vers la catastrophe. Bon, pour répondre à notre ami qui parlait des industries et que l'on ne sait pas freiner, les industries sont alimentées par l'énergie. Et ce sont ces sources d'énergie qui sont à la base de la pollution. Vous avez notamment le pétrole, donc ce qu'on appelle les gaz fossiles. Vous avez le gaz méthane, vous avez le pétrole, ainsi de suite. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire, l'effort qui est fait de la transition écologique. La transition écologique, c'est quoi? C'est-à-dire amener les États à arrêter d'utiliser ces énergies fossiles, ces énergies qui polluent. Il y a moyen de pouvoir
tourner les industries, parce que pour tourner les industries, il faut de l'énergie. Or, aujourd'hui, ils utilisent l'énergie fossile, notamment le charbon, notamment le pétrole, notamment les gaz méthane. Mais il y a moyen de pouvoir créer des énergies propres qui ne polluent pas. On parle aujourd'hui, par exemple, de l'énergie solaire. C'est de l'énergie propre. On parle aujourd'hui, par exemple, de l'électricité qui est produite par des barrages hydroélectriques. C'est de l'énergie propre. On parle aujourd'hui des voitures électriques qui n'utiliseront pas le pétrole pour pouvoir rouler. C'est de l'énergie propre. Donc, il y a la possibilité de pouvoir sortir de ces énergies qui polluent et de continuer à faire tourner les industries, mais en utilisant cette fois-ci des énergies qui ne polluent pas. C'est ça la transition écologique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de suivre le Forum international ici dans votre chaîne Ntingi Télévision. Et là, nous sommes en train de parler des enjeux de la COP26 avec un internationaliste. Il s'agit de M. Jean-Benoît Kabongo, qui est chercheur et DG, il était, de l'Institut des relations internationales et d'études stratégiques, et aussi enseignant à l'Université libre de Kinshasa, un internationaliste de surcroît. Alors, s'il faut toujours parler des enjeux et l'engagement. Alors, du moins, maintenant, tous les États se sont mis d'accord, ils ont pris cette résolution de pouvoir maintenant s'engager, et surtout la somme de 100 milliards de dollars qu'il faudrait mobiliser chaque année pour sauver la planète. Est-ce que cet engagement a été respecté? Voilà, ça fait partie des échecs que l'on a connus avec la COP26. C'est-à-dire les États ont reconnu la nécessité de pouvoir apporter cet argent. Ils en ont reconnu la nécessité, mais ils ont refusé de pouvoir s'engager. Parce que l'engagement devient contraignant. Leur crainte était dans le sens que, en s'engageant, nous reconnaissons publiquement notre responsabilité dans la pollution ou dans la destruction de la planète. Et cette reconnaissance de la responsabilité a des conséquences juridiques, notamment plus tard, parce qu'il pourrait arriver que les efforts qu'ils fournissent n'aboutissent pas et que la planète continue la situation environnementale continue à se dégrader. Et ils ont déjà reconnu, ils devront emporter la totale responsabilité. Alors, ils ont exprimé l'inquiétude de ne pas reconnaître sur papier cette responsabilité en signant un engagement, parce qu'en signant cet engagement, ils reconnaissaient tacitement cette responsabilité. Mais au moins, ils reconnaissent la nécessité de pouvoir, bon, ce sont des termes diplomatiques, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la nécessité de pouvoir financer les pays pauvres dans leurs programmes de transition écologique, mais ils ne veulent pas les faire par un engagement contraignant. Cela prouve à suffisance que la planète est en danger, parce que puisqu'il n'y a pas un engagement contraignant, donc je peux ou ne pas, mais du moins je sais que je devrais faire. Voilà, c'est ça la grande difficulté que nous avons. Donc, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, un grand effort doit encore être fourni pour conscientiser les décideurs du monde à pouvoir prendre conscience de la catastrophe à laquelle la planète et l'humanité tout entière est exposée. Alors, on quitte le premier enjeu. Je vais au troisième enjeu, aide aux États pauvres. Toujours lié au premier enjeu. Les États pauvres aujourd'hui, par rapport à la question que vous avez dit, que nécessairement nous devons prendre conscience pour pouvoir sauver la planète, quand bien même nos États ne sont pas industrialisés. Mais maintenant, le financement devrait venir des États industrialisés,
ce sont ces États qui polluent la nature. Bon, maintenant qu'ils n'ont pas pris cet engagement tacite, comme vous venez de le dire, est-ce que les États pauvres vont respecter à leur tour leur engagement de pouvoir ne pas faire le déboisement pour maintenir la forêt et donner l'équilibre au niveau de la planète? Non, vous mêlez, là, vous mélangez les choses. Il y a deux choses dans ce que vous avez dit. Tous les États pauvres n'ont pas de forêt. C'est quelques États qui ont des forêts. Il y a notamment la forêt de l'Amazonie, le bassin du Congo et en Indonésie. Ce sont quelques États. Mais il y a des États pauvres qui aujourd'hui, par exemple nous avons nos forêts, nous ne subissons pas vraiment plein fouet les effets, nous les subissons, mais pas tellement, parce que nous avons des forêts qui ont la capacité de pouvoir capter ces émissions de gaz à effet de serre et de capter le carbone. Mais il y a des États qui n'ont absolument rien. Et ces États-là, on les oblige de participer à l'effort de la transition écologique. C'est-à-dire quoi? On leur demande, s'ils doivent avoir des industries, les industries doivent utiliser de l'énergie propre. On leur demande que s'ils doivent utiliser des véhicules, que ce soit des véhicules électriques. On demande à ces États que s'ils doivent utiliser, par exemple, pour cuire la nourriture, ils ne doivent pas utiliser le bois. Ils doivent chercher à utiliser d'autres sources d'énergie. Donc, ce sont ces États-là qui ont besoin d'un financement pour pouvoir opérer tous ces changements-là. Parce que vous trouvez un État où ils n'ont que des véhicules à essence ou à gazole. Vous leur demandez d'avoir des véhicules électriques. Un véhicule électrique coûte très cher. Et ça demande des infrastructures pour avoir ces véhicules électriques. Et d'où viendraient les moyens pour ces États pauvres pour pouvoir passer des véhicules à essence à des véhicules électriques? Vous comprenez? Ouais. Ça, c'est un fait. Maintenant, les États qui possèdent des forêts, et ça, c'est un autre problème à part. Le problème à eux, c'est que ces États doivent être financés doublement. Premièrement, pour leur propre programme de transition écologique, mais deuxièmement, pour qu'ils puissent préserver les forêts et les protéger. Donc, ils bénéficient d'un double financement. Alors, par rapport à ça, la RDC se trouve dans la deuxième catégorie. Ouais. Mais du moins, on nous parle de 500 millions de dollars. C'est quand même suffisant pour nous. Non, ce n'est pas suffisant. Vous savez, Madame F. Bazaïba, dont je loue le travail, elle a battu vraiment un grand travail et je salue le travail qu'elle a fait. Madame Agnalan a évalué nos besoins à 48 milliards de dollars. Et le travail est en train d'être fait pour pouvoir convaincre ces États de la nécessité qu'ils ont à pouvoir nous financer, à nous donner ces 48 milliards. Pourquoi? Parce que quand nous sommes allés à Glasgow, la rhétorique que nous y avons amenée, c'est que nous sommes un pays solution. Pays solution à toutes ces difficultés dont vous vous plaignez. Donc, nous les avons trouvés en train de se plaindre. Il y aura des catastrophes, il y aura ceci. Nous sommes venus, nous avons dit non, nous avons la solution. Nous, RDC, nous apportons la solution. Nous l'apportons à 3 niveaux. Premier niveau, nous avons des forêts capables de pouvoir capter les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons des tourbières capables de pouvoir emprisonner du carbone.
Nous n'avons pas seulement cela. Dans un deuxième volet, nous avons des minéraux stratégiques. Ces minéraux stratégiques participent dans la fabrication des voitures électriques et dans la fabrication des batteries qui alimentent les voitures électriques, notamment le cobalt, le lithium, et ainsi de suite. Pays Solutions, nous avons 10% d'eau douce du monde et 50% d'eau douce de l'Afrique. Et le débit de notre fleuve est capable de nous est capable d'aider à monter un barrage hydroélectrique capable de produire une énergie électrique pure qui ne pollue pas de plus de 11 000 mégawatts. Vous comprenez? Donc, ce sont des solutions que nous vous apportons pour votre transition écologique et surtout pour absorber toutes vos pollutions. Mais en contrepartie, voici notre enveloppe. Nous avons besoin de 48 milliards de dollars. 48 milliards de dollars pour préserver nos forêts. 48 milliards de dollars pour pouvoir aider à ce que, ici sur place, au pays, on installe des industries qui fabriquent des batteries électriques et des voitures électriques, parce que nous avons le cobalt, 80% des réserves mondiales, c'est ici. Donc, c'est en tant que pays solution que nous y sommes allés et nous avons sollicité 48 milliards de dollars. Vous parlez de 500 millions. 500 millions de dollars, c'est un accord bilatéral entre la Grande-Bretagne et la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec la COP26. Non, c'est un accord bilatéral dans le cadre de CAFI entre la Grande-Bretagne et la République démocratique du Congo. Donc, les Britanniques ont signé avec nous un accord de pouvoir, ça fait partie de leurs efforts à eux dans la lutte contre le changement climatique. Ils vont dire, ah, mais nous finançons la RDC avec 500 millions de dollars pour préserver les forêts. Vous comprenez? Mais il y a eu aussi un autre engagement. L'engagement qui a été pris par une douzaine d'États et aussi par un individu, Jeff Bezos, d'Amazon. Ils ont pris l'engagement de pouvoir apporter 1,5 milliard de dollars pour le bassin du Congo. Le bassin du Congo, vous savez, dans le bassin du Congo, nous y sommes à 70%. Ouais. Donc, nous avons arraché ces douzaines de pays et de M. Bezos qu'ils pourront nous financer avec 1,5 milliard de dollars pour tout le bassin du Congo. Donc, un éclaircissement, téléspectateurs, vous qui nous suivez. Donc, c'est important d'avoir un internationaliste, du moins quelqu'un qui s'y connaît en la matière, pour pouvoir vous éclairer. Donc, les 500 millions de dollars, ce n'est pas l'enveloppe venue de la COP26, non. C'est un autre accord avec la Grande-Bretagne, et toujours dans le domaine de sauver donc, l'environnement ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils sont en train de nous financer pour pouvoir sauver notre forêt. Mais ça n'a rien à voir avec l'enveloppe. Donc nous, s'il faut attendre l'enveloppe, c'est à la hauteur de 48 milliards de dollars, comme a fait la demande par rapport à nos potentialités ici chez nous en République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce qu'il faudrait parler des résolutions pour pouvoir finir? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été retenu? Les États, maintenant, est-ce qu'ils ont accepté de s'engager, de ne pas s'engager? Oui, les résolutions, la seule meilleure chose que nous pouvons retenir de Glasgow, c'est d'abord l'engagement de tous les États qui avaient signé l'accord de Paris à réintégrer l'accord de Paris.
C'est déjà une très bonne chose. Donc, en acceptant de réintégrer l'accord de Paris, les États acceptent de pouvoir fournir les efforts qui y sont contenus pour pouvoir maintenir la température de la Terre en dessous de 1,5 degré Celsius. Au nombre de ces efforts, il y a tout ce que nous avons essayé d'énumérer ici. Donc, la transition écologique, les financements. Donc, les États se sont au moins engagés à pouvoir respecter ces engagements contenus dans l'accord de Paris. Maintenant, nous allons observer pour voir quel sera le comportement des États après Glasgow. Vont-ils réellement continuer à soutenir ce qu'ils ont signé dans l'accord de Paris ou après, il y aura encore des retraits de l'accord de Paris. Ça, nous l'attendons. Mais au moins, c'est une bonne chose que tous, ils aient réintégré l'accord de Paris et pris l'engagement de pouvoir soutenir cet accord de Paris. L'autre deuxième engagement, c'est celui que j'ai évoqué ici, de la neutralité carbone. L'Union européenne s'est, elle, engagée à atteindre la neutralité carbone avant 2050. Donc, et la Chine s'est engagée à atteindre cette neutralité carbone avant 2060. Donc, ce sont là des résultats, les seuls résultats qui ont été obtenus de Glasgow. C'est pourquoi la COP 26, beaucoup d'experts disent que c'est une COP aux résultats mitigés. Parce que quand on regarde ce qu'étaient les enjeux et les résolutions qui sont sorties, donc c'est une COP aux résolutions mitigées. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on puisse parler de tout le voyage du chef de l'État. Si vous avez un mot à placer, il était en Israël. Il est passé au grand sommet des États aussi industrialisés, la G20. Et après, il est passé par Glasgow et il est rentré au pays. Ces voyages diplomatiques vaut quand même la peine. Aujourd'hui, en RDC, quand bien même on parle d'un énième voyage du chef de l'État dont le résultat, les vécus quotidiens ne constatent rien. Oui. Cette question, elle est très délicate parce que beaucoup qui l'abordent sont des profanes. La plupart, ils ne comprennent rien des relations internationales. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui peut vivre en autarcie, c'est-à-dire coqueviller sur lui-même. Le pays est censé se projeter à l'extérieur de ses frontières afin de pouvoir survivre. En géopolitique, la science qui étudie l'État, on représente l'État comme un être vivant qui vit dans un milieu et qui doit se déployer pour pouvoir survivre. Et cet État qui doit survivre doit trouver des ressources soit à l'interne pour sa survie. Et si l'État ne trouve pas de ressources à l'interne pour sa survie, l'État est obligé de pouvoir se projeter à l'extérieur de ses frontières pour pouvoir assurer sa survie. Et il y a deux manières de se projeter à l'extérieur. On se projette à l'extérieur soit par les moyens du soldat, c'est-à-dire l'homme qui va conquérir pour son État, il se bat et il conquiert des territoires sur lesquels l'État peut aller exploiter et ramener sur lui-même afin que l'État survive, mais aussi par le moyen du diplomate. Le diplomate, il est l'un des instruments que l'État utilise pour se projeter à l'extérieur de ses frontières. Et le premier de ces diplomates, c'est le président de la République. Le président de la République, surtout pour notre pays, dont l'économie est extravertie, surtout pour notre pays qui sort d'un long isolement diplomatique, le président de la République
devait s'émouvoir lui-même. Pourquoi lui-même? Parce que la diplomatie au sommet, c'est une diplomatie qui aide à simplifier les étapes dans la prise de décision. C'est vrai, le président peut envoyer le ministre des Affaires étrangères. Mais le ministre des Affaires étrangères, les gens doivent retenir, c'est quelqu'un bien que muni de plein pouvoir, il ne peut pas décider. Il est censé se référer d'abord au président de la République, qui est le décideur ultime en matière de politique étrangère, pour pouvoir décider. Donc, le ministre des Affaires étrangères, vous l'envoyez, il discute, il revient au pays, faire rapport, et vous voyez, donc, c'est un très long processus. Mais quand le président se déploie lui-même sur les champs, quand il y a un problème, la décision est automatique. C'est ça l'avantage de la diplomatie au sommet. Et le président de la République a compris cela. Vu nos propres problèmes, il fallait que ce soit une diplomatie au sommet, que ce soit lui-même qui se déploie sur le terrain, afin que des décisions soient automatiques et directes. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je vous accorde 1 minute pour passer, ou soit résumer tout ce que nous avons parlé sur la COP 26. Oui, en résumé, nous devons retenir ceci, que la Terre, planète sur laquelle nous habitons, court un grand risque d'implosion. Si rien n'est fait, nous risquons un jour de nous retrouver avec une Terre qui implose. Vous avez vu dernièrement la catastrophe qui est arrivée à Goma avec le volcan qui vomissait des laves. Donc, nous risquons de nous retrouver un jour, on se réveille, si rien n'est fait, et c'est la terre entière qui commence à vomir, par exemple, des larves et des eaux, il sort des tsunamis, les gaz cachés dans les eaux explosent, et l'humain, l'homme, n'aura plus nulle part où il pourra se mouvoir. Donc, il est de tout intérêt pour l'humanité que nous puissions prendre conscience afin de pouvoir corriger notre mode de vie, d'éviter la catastrophe à la planète Terre. Merci Jean-Benoît Kabongo, vous êtes internationaliste, enseignant à l'Université libre de Kinshasa et aussi chercheur à l'Institut des relations internationales et d'études stratégiques d'avoir accepté notre invitation. Merci, et c'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis en direct d'Inting Télévision. Vous avez eu le temps de suivre le dimanche aujourd'hui à 19h30 votre magazine Forum International. Suivez-nous pour la rediffusion le jeudi à partir de 13h et pour un autre numéro de Forum International le dimanche prochain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Inting Télévision, votre moteur de recherche. Au revoir.